radiocultura.eus. Dans le cadre des podcasts La Bulle, conçus par Lulu, collaboratrice de Radio Cultura, nous avons réalisé diverses interviews et témoignages en lien avec la question de la douleur dans l'endométriose. Écoutez l'interview de Sofia Rakrouki. Elle est sage-femme et créatrice du compte Ma Fertilitime sur les réseaux sociaux. Sofia fait état ici de l'évolution de la prise en charge de l'endométriose sur les questions de la douleur et l'infertilité. Je m'appelle Sofia, je suis sage-femme. J'ai fait mes études dans le sud de la France, à Montpellier, et je suis sur Paris depuis 2017 à peu près. Donc j'ai plusieurs casquettes. Je travaille à l'hôpital Jean Verdis, c'est l'hôpital public de la PHP, où je suis responsable de la congélation des ovocytes, la préservation de la fertilité. Et en parallèle, je fais du libéral depuis quelques années, une fois par semaine. Et en parallèle, j'ai aussi des activités où je peux donner des cours à la fac pour les sages-femmes ou pour les externes, et j'ai des activités également associatives, et j'ai un compte Instagram aussi, TikTok, où je fais des vidéos pour diffuser pas mal d'informations, sensibiliser à la santé de la femme, la gynécologie, la fertilité, la PMA, parce que c'est un monde un peu complexe, un peu tabou parfois, on n'en parle pas souvent, alors qu'il y a tant de choses à dire, et surtout en tant que femme, c'est important parce qu'on a beaucoup évolué, en tout cas dans nos droits, et je trouve que la santé de la femme, c'est quelque chose encore qui nous bloque pour vraiment être au top du top. Moi, j'ai pas voulu faire sage-femme directement. Initialement, moi, je voulais faire de la médecine parce que je suis passionnée par la médecine. J'aime bien comprendre ce qui se passe. J'aime bien que quand je cours, par exemple, et que j'ai un point de côté, j'aimerais bien savoir ce qui se passe, etc. Alors, peut-être parce que de base, je suis un petit peu une stressée de la vie et que je me dis que déjà qu'il y a plein de choses qui me stressent. Alors, si en plus mon corps fait des trucs que je comprends pas, c'est un truc de plus. Donc, je voulais faire de la médecine. Mais j'ai eu pas mal de soucis de santé les 2 premières années qui ont fait que j'ai pas eu médecine en première année. Et du coup, en discutant avec la doyenne, on m'a proposé de faire sage-femme initialement et de revoir. Alors pourquoi au début je voulais pas faire sage-femme ou dentaire ou pharma ? Parce que vu que j'aimais la médecine, mais toute la médecine, j'avais pas envie de rentrer directement dans une spécialité. Et donc on m'a dit, fais sage-femme parce que tu sais à Montpellier, c'est en commun avec médecine les 3 premières années, et donc au moins tu feras de la médecine générale et tu pourras passer la passerelle. Et finalement, en fait, en étant dans l'étude de sage-femme, j'ai commencé à vraiment apprécier la gynécologie, l'étude de la santé de la femme, parce que en fait, la gynécologie c'est vaste, ça touche à plein de choses. Et surtout, ça me permettait aussi de me connaître moi en tant que femme. C'est drôle parce que on m'a dit, t'as le droit de faire une option à un moment donné en 4e année. Tu peux faire sport, tu peux faire histoire de la médecine, etc. Et tu peux faire aussi un master de recherche en parallèle. J'ai essayé de faire du sport, j'ai fait un cours de handball. Franchement, ça m'a déchauffé. Alors que pourtant, je suis très sportive, j'ai fait du foot pendant des années. Et du coup, je me suis dit, ok, je vais faire un master de recherche. Donc, j'ai fait un master neurobiologie du comportement en parallèle de mes études de sage-femme à la fac de sciences. Et c'est intéressant parce que j'ai fait mon stage dans les tests d'implantation endométriale de la PMA. Et donc c'est là que je me suis dit, ah tiens, ce PMA c'est quand même pas mal en termes de recherche, je trouve ça cool. Et moi le truc c'est que quand je suis sortie des études de sage-femme, je voulais pas faire de l'obstétrique. Parce que peut-être j'ai été biaisée, mais ça s'est pas hyper bien passé mes études de sage-femme. Enfin, je trouve que les stages en obstétrique étaient durs. Et niveau psychologique. Et c'est un monde de femmes, en plus c'est un monde qui est un peu dur parfois. Du coup je me suis dit, ok, t'as ton diplôme de sage-femme, qu'est-ce que tu fais ? Bah, tu vas à Paris, tu passes ton diplôme d'éco et tu testes tout ce que le métier de sage-femme peut t'offrir. Et donc, bah, j'ai eu beaucoup de chance quand je suis arrivée. Il y a le poste qui venait de s'ouvrir. J'avais mon master de recherche, j'ai bossé sur les thèses d'implantation. Donc, du coup, j'ai pu travailler là où je suis en PMA. Et en fait, moi, je crois au destin et je me dis, des fois, quand il se passe des choses, c'est que c'était fait, en fait. C'était fait pour moi. Franchement, moi, je me sens dans mon élément là où je suis. Je suis hyper épanouie. Et tu vois, on m'a proposé de faire la passerelle en 5e année, bah, j'ai refusé parce que pour faire quoi ? Pour faire ce que je fais aujourd'hui ? Pas du tout. Du coup, voilà pourquoi je suis arrivée à sage-femme et pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui.
vu que je suis responsable de la préservation de la fertilité, en gros, je vois plein de patientes qui souhaitent réaliser une technique pour préserver la fertilité pour plus tard, pour des raisons médicales surtout. Par exemple, des patientes qui ont de l'endométriose notamment, et l'endométriose, on sait que ça peut être un facteur de risque d'infertilité. Alors attention, pas toutes les femmes qui ont l'endométriose vont avoir des problèmes, mais vu que ça constitue un facteur de risque, ces femmes-là, elles ont plus de risques plus tard d'avoir recours à une technique de PMA qui nécessite d'avoir beaucoup d'ovocytes. Donc le but, c'est d'essayer de congeler un petit stock pour que si jamais effectivement elles en ont besoin, elles puissent pas être limitées par le stock qu'elles auront au moment de l'utilisation. Donc ça, c'est la première chose. Mais après, je vois aussi plein de types de pathologies. Je vois des anomalies génétiques, des patientes qui ont des kystes qui doivent se faire opérer et beaucoup de patientes qui ont des cancers aussi, qui doivent démarrer des chimiothérapies qui sont à risque également. Donc on les voit avant et on leur propose une technique. Donc ça, c'est ce que je fais à l'hôpital. Je suis également échographiste. Donc spécialisée, j'ai 2 diplômes, j'ai celui de Necker, de gynéco-obstétrique, et j'ai celui de Créteil qui est spécialisé en endométriose, diagnostic endométriose, et échographie de l'infertilité. Donc voilà, et puis c'est déjà pas mal. Dans mon centre, on voyait énormément de patientes qui avaient l'endométriose. En fait, on commençait à en parler de plus en plus. Sauf que, il y a des problèmes qui sont posés dans les centres de PMA où on se disait, mais il y a tellement d'endométrioses différentes, qui on accepte, qui on qualifie comme urgente, pas urgente. Donc au début, il y a eu un peu un consensus où on s'est dit, on prend que celles qui vont se faire opérer. Sauf qu'en fait, dans l'endométriose, on se rend compte qu'il faut les opérer de mois en mois. Et puis même, la prise en charge d'endométriose fait qu'on évite au maximum l'opération, qui peut être très à risque et qui peut baisser la réserve ovarienne. Donc, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait finalement des patientes qui ont une endométriose entre guillemets plus légère, mais qui sont tout de même à risque. Parce que c'est pas tant la gravité des lésions qui peut impacter sur la fertilité, c'est l'inflammation. Et ça a rien à voir avec la gravité des lésions. Et donc, pendant que beaucoup de centres refusaient les patientes qui n'avaient pas d'opération, nous, on avait pris le parti à l'hôpital Jean-Verdier de suivre les patientes même si elles ne se font pas opérer, parce qu'on estimait qu'elles avaient un facteur de risque, donc elles devaient bénéficier d'une technique. Et donc, on en voyait énormément. Là, je pense que ça doit être 70%, 50 à 70% de mes patientes. Du coup, forcément, je les vois tous les jours et donc je m'y intéresse. Et surtout qu'en plus, elles viennent avec leurs IRM, leurs échos. Donc moi, je peux aussi comparer, voir s'il y a une évolution. Donc au fil du temps, je me suis spécialisée, ouais. Alors, je vais vulgariser, parce que le but, c'est pas non plus de rentrer trop dans les détails. Mais alors, en fait, l'endométriose, il y a plusieurs théories. Et donc ça, on sait pas trop d'où ça part au départ. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a la théorie du reflux et que c'est la théorie qui est la plus validée. Pourquoi c'est la théorie ? Et ça, j'insiste parce que j'ai entendu parfois dans des émissions ou bref, dans des lives de certaines personnes qui disaient que la théorie du reflux, elle est un peu has-been entre guillemets et qu'il fallait pas trop écouter. Non, c'est la théorie la plus probante parce que, en fait, on s'est rendu compte que quand on opérait des patientes, qu'on retirait toutes les lésions et du coup qu'on faisait des échos, il y en avait plus tant qu'elles étaient sous contraception en continu. Donc ça veut bien dire que quand on les retire complètement et qu'on bloque les cycles, il se passe rien. Par contre, dès qu'on arrêtait la pilule, ça revenait. Donc il y a quand même quelque chose entre les cycles, les règles notamment, et le retour des lésions. Alors ça, c'est la théorie du reflux. Donc en gros, dans l'endomètre, donc l'utérus il est formé de 3 parties. Au centre, la muqueuse, autour le muscle et encore autour la séreuse. Cette muqueuse qui est censée réagir au cycle hormonal, elle se gonfle en première partie du cycle et ensuite elle va se vasculariser en deuxième. Et une fois qu'on n'est pas enceinte, ça s'élimine. Sauf qu'il faut imaginer qu'il y ait très certainement des cellules qui remontent par les trompes et qu'ensuite ils vont aller se diffuser ailleurs. En tout cas, ça peut se poser un peu n'importe où. Sur l'utérus, sur les ovaires, ça peut se poser sur des ligaments, ça peut même remonter parfois plus haut au niveau thoracique, etc. Et en fait, ce qu'on pense, c'est que ça arrive chez toutes les femmes. Et la question, c'est pourquoi chez certaines, ça reste. Et ça reste notamment par un climat très certainement hormonal, perturbateur endocrinien, problème au niveau de l'inflammation. C'est hyper complexe parce que notre environnement est pollué. Donc en fait, c'est difficile de savoir est-ce que c'est génétique, est-ce que c'est immunitaire, est-ce que c'est l'environnement. Donc ça, en tout cas, c'est des lésions qui se retrouvent ailleurs. Et en fonction de là où elles se retrouvent, elles portent des noms. Endométriose superficielle, profonde, endométrium et adénomiose. Mais finalement, c'est un peu le même principe, c'est juste la différence est dans où est-ce qu'elle se situe ensuite. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent je dis à mes patientes, c'est pas la cellule en elle-même qui fait mal. Très certainement que quand elle saigne, elle peut créer des douleurs. Mais le problème, c'est le corps vis-à-vis de ce phénomène-là.
Parce que lui, le corps, on lui apprend à aller un peu attaquer quelque chose qui n'est pas à sa place et qui n'est pas normal, comme ces cellules-là. Et donc en fait, c'est le corps qui réagit face à ces cellules. Et ça, c'est une notion qui est hyper importante parce que la réaction de notre corps, c'est ce qui va nous dire si on va avoir très mal, un peu mal ou pas. Par exemple, l'inflammation, elle est constante, parce qu'il y a toujours des lésions. Donc la patiente, elle peut se sentir très fatiguée tout le temps. Et le truc, c'est que une patiente qui fait attention à manger anti-inflammatoire, qui prend soin de sa santé mentale, c'est hyper important, eh bien, elle va percevoir peut-être la douleur un peu moins forte parce que la réaction du corps est plus modérée. Par contre, si elle est dans une période très compliquée, de stress, nourriture où on mange pas très bien, tout ça fait qu'en fait, la réaction va être beaucoup plus violente. Et pourtant, la lésion, c'est la même. Et c'est important de savoir qu'on peut agir en fonction de aussi comment on prend en main les choses, comment on essaye d'améliorer son quotidien. Ça peut jouer, ça va pas faire disparaître les lésions, mais en tout cas, ça peut jouer sur comment on les perçoit et donc sur notre qualité de vie. Il faut se dire que l'endométriose, initialement, c'est des cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus. Sauf que l'adénomiose, c'est des cellules de l'endomètre dans l'utérus, donc on donne un autre nom. Mais en fait, c'est le même principe. C'est-à-dire que ces cellules-là, au lieu d'être sur l'utérus ou sur l'ovaire, elles sont dans l'utérus, mais dans la couche qui est juste à côté. Et ça a un impact aussi, l'adénomiose, ça peut créer des règles très abondantes. Et sur l'inflammation, ça peut jouer sur l'implantation de l'embryon. Parce que les lésions sont plus proches, parce que l'utérus commence parfois, quand il y en a beaucoup, à se contracter un petit peu différemment. Et donc, on ne sait pas vraiment le lien direct parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont l'adénomiose et qui auront aucun souci. Et la question, c'est pourquoi certaines en ont un peu et elles n'y arrivent pas. Certaines en ont énormément et elles y arrivent, donc très certainement que c'est un des facteurs, mais qui doit avoir d'autres choses à côté qu'on ne maîtrise pas. Mais pour moi, l'adénomiose, c'est de l'endométriose. En tout cas, de les différencier comme ça, de manière arbitraire, ça n'a pas tant d'intérêt parce que la prise en charge, elle est la même. Bon, le problème avec l'adénomiose, c'est qu'on peut pas la soigner. Pour le coup, on peut pas l'opérer. Il y a des endroits où certains le font, mais c'est tellement un risque pour une grossesse qu'on le fait soit quand la patiente elle est sûre de plus vouloir d'enfant, mais généralement en fait on enlève l'utérus dans ce cas. Donc non. En tout cas en France par exemple on évite. Je pense que c'est une maladie qui est liée à la femme et qu'il y a quand même un historique sur la santé de la femme, quand même il y a un petit peu de retard. En fait, ça touche à l'intime. Ça touche à l'intime, les règles, c'est considéré un peu comme tabou. On n'en parle pas souvent. Enfin, même moi, je me souviens, quand j'étais jeune, t'avais tes règles, t'avais douleur. Enfin, en fait, vraiment, c'était tabou, quoi. On n'en parlait pas trop, ça faisait sale. En plus, on le disait pas trop devant les garçons parce que du coup, ils se moquaient. Enfin, bref, c'était particulier. Et même dans beaucoup de religions, les règles, c'est considéré comme quelque chose de sale, c'est pour évacuer. Et donc déjà, avoir des douleurs et des règles, déjà, on n'en parle pas trop parce que c'est tabou. Je pense aussi que, comme je disais, c'était une maladie qui est liée à la femme, et donc la douleur et la femme, c'est quand même particulier. Notamment la douleur à l'accouchement. La femme accouche, elle a mal, donc forcément, elle a ses règles, elle a mal, c'est dans la suite logique un peu du package être une femme aujourd'hui. Donc je pense que ça a énormément joué. Et parce que ça a énormément joué, en fait, de manière systémique dans la société, pour tout le monde, c'est OK. On n'en a pas forcément parlé à la fac de médecine, et ça c'est hyper important de le dire. Du coup, quand vous allez voir votre professionnel de santé, médecin, sage-femme ou autre, eux finalement, ils ont les mêmes représentations que vous. Ils ont sûrement une sœur ou une cousine qui a très mal et que tout le monde dans la famille a dit c'est normal. Et il y a un truc aussi dans l'intimité, c'est que parfois on sort du cadre médical, c'est-à-dire que dès qu'on sait pas, on se compare à ce qu'il y a à côté, etc. Et du coup, on donne notre avis d'être humain, parce que avant d'être des professionnels de santé, on est des êtres humains, et donc on regarde un peu ce qu'il y a autour de nous, et donc on a un avis là-dessus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas du tout objectif, c'est subjectif. Et je pense que ça, c'est les principaux facteurs qui font qu'il y a eu un retard. Donc ça touche à l'intime, c'est tabou, et c'est une maladie de femme, et la douleur et la femme, on n'y est pas encore. En fait, il y a double problème. Le premier, c'est que déjà, la patiente, avant d'aller consulter pour des règles douloureuses, c'est long parce qu'elle-même, elle pense que c'est normal et qu'avant d'aller consulter, généralement, elle en parle autour d'elle et que tout le monde lui dit que c'est normal. Et généralement, pendant longtemps, elles allaient consulter quand on en était au point de s'évanouir ou pas aller au travail. Donc à des stades vraiment avancés. Ensuite, dès qu'elle prenait son courage à deux mains, ou donc dès qu'elle estimait que c'était quand même abusé et qu'elle allait voir un professionnel de santé, celui-ci, la majeure partie du temps, il lui disait que c'était normal et que c'était un peu le fait d'être une femme et que prenez Doliprane anti-inflammatoire, ça va passer. Et que ensuite, après une grossesse, ça ira mieux. C'est ce qu'on entend très souvent. Et donc, on se retrouve avec double peine, en fait.
on pense que c'est normal, le professionnel de santé nous dit que c'est normal, on souffre en silence, et puis... Et ça, c'est problématique dans la vie d'une femme, parce que du coup, on a tendance à se dissocier un petit peu de son corps, de son rapport à la douleur, parce qu'avoir mal comme ça tous les mois, on se pose aussi des questions sur notre corps de femme, pourquoi il nous fait ça. Donc, je trouve que ça a des impacts ensuite sur la santé globale de la femme. Et on le voit, hein. Et ensuite, donc ça, c'est le premier. Et ensuite, il y a l'imagerie. L'imagerie, il y a une étude qui a montré récemment que une imagerie sur 2 ne donnait pas d'informations fiables dans les formes précoces de la maladie qui représentent 70% des endométrioses. Pour plusieurs raisons. Déjà, moi j'ai passé mon DU d'écho à Necker en 2018, je crois. J'ai fait gynéco-obst, donc gynéco-obstétrique. J'avais peut-être 10% de mes cours étaient liés à la gynécologie, 90% à l'obstétrique, parce que l'obstétrique, vous vous occupez de la mère, du bébé, du cœur, etc. Donc en fait, nos stages sont approfondis là-dessus. Et 10% vite fait de la gynéco, comme si c'était quelque chose, voilà, ça va. Et mes stages ont été que en obstétrique. Donc ça veut dire que je suis sortie avec un diplôme en n'ayant même pas eu dans les mains une sonde endovaginale. Et ça, c'est particulier. C'est particulier. Et donc par contre, ça me donne le droit de faire une écho-gynéco. Et moi, je trouve que c'est problématique. Vous avez beaucoup de professionnels de santé qui font juste un DU de gynéco. Et eux, ils n'auront pas le droit de faire de l'obstétrique. Alors pourquoi l'inverse ? C'est vrai qu'en fait, une écho-gynéco, la probabilité que la patiente ce soit ultra grave est faible, parce que tu peux toujours te défendre avec une IRM après si tu as un doute. Mais l'obstétrique, c'est tellement médico-légal, procédurier, puis tu t'occupes de la vie d'un enfant, d'un bébé qui n'est pas encore né. Donc il y a beaucoup d'heures là-dessus, alors que du coup, je trouve que la gynéco, elle est moins prise en compte. C'est dommage. Dans le DU de gynéco-obs. Et pour faire de l'échographie gynécologique en ville, moi je me sentais pas du tout, entre guillemets, assez compétente avec ce DU, bien que je travaille en PMA, que je fais des échos tous les jours, donc en vrai je me sentais compétente, mais je voulais augmenter mes compétences, améliorer, et donc j'ai fait un deuxième DU à Créteil, qui était spécialisé du coup dans le diagnostic de l'endométriose, et en fait le diagnostic de l'endométriose, c'est une vraie spécialité. C'est dur de voir l'endométriose à l'écho, c'est dur de voir les adhérences, les nodules, et ça nécessite un diplôme particulier que très peu de personnes ont, parce que ça fait pas longtemps qu'on a créé ces DU. Si on refait le schéma d'une patiente lambda qui a mal et qui met du temps à consulter, puis à consulte, on lui dit que c'est pas ça. À la rigueur, si on lui dit que c'est ça, on lui demande de faire une écho. L'écho montre qu'on n'en voit pas. Elle se dit, en fait, effectivement, j'ai rien. Ou alors, en fait, je suis une chochotte. Beaucoup, on l'entend. Alors quand c'est juste que peut-être que la personne qui a fait l'écho n'en a pas vu. Finalement, perd de temps, perd d'argent. Donc, du coup, ça participe aussi à l'errance médicale. Après, soyons positifs, parce que les choses s'améliorent. Avec le plan de lutte contre l'infertilité, grâce aux associations de patientes, franchement, elles ont joué un rôle hyper important ces dernières années. Un rôle d'information, de prévention. Maintenant, on est plutôt en inversé les rôles. Quelqu'un qui pense pas à l'endométriose lorsqu'elle a des règles douloureuses, c'est lui qui devient has-been. Et ça, c'est cool. Je trouve que c'est bien. Et maintenant, les gens commencent à se sensibiliser de plus en plus que faut pas aller voir n'importe quel échographiste. On peut pas être spécialisé dans tout. Moi, par exemple, j'ai mon DU de gynéco-obstétrique et pourtant, je ferai jamais d'échographie d'obstétricale parce que je me sens pas du tout compétente. En fait, avant, pour diagnostiquer l'endométriose, on opérait. Donc une patiente, elle s'évanouissait au collège, on était à l'hôpital, elle avait de l'endométriose, elle avait trop mal, on ouvrait déjà pour vérifier. Effectivement, vu qu'on a ouvert, on va retirer les lésions, on referme. Soit elle prend la contraception, soit non, mais le problème, c'est que si elle prenait pas la contraception en continu, et encore, quelques années plus tard, ça recommençait. On réouvrait, on réopérait, et en fait, à 30 ans, on se retrouve avec des patientes qui ont déjà été opérées 2-3 fois. Et le problème, c'est que l'opération, elle est à risque. Elle-même, elle peut créer des adhérences. Parfois, retirer les ligaments hétérosacrés, ça peut avoir un impact. Et parfois même, on retire et elles ont toujours mal. Parce que la douleur, il peut y avoir une chronicisation de la douleur. C'est-à-dire qu'une douleur, on peut abîmer les nerfs, en fait, à force d'avoir mal ou à force d'être opéré. Et donc, du coup, on a beau retirer les lésions, ça change rien. Donc, il y a un changement parce qu'on est passé de ça à un diagnostic clinico-radiologique. C'est-à-dire qu'on passe à, on écoute la patiente, elle a des symptômes, on fait une imagerie. Donc ça, oui, effectivement, ça a été la grande évolution. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas été formé en imagerie et que même s'il y a une grande évolution, c'était pas partout dans le territoire.
il y a une grosse inégalité du coup entre les femmes. Il faut connaître le bon professionnel de santé qui vous adresse au bon endroit. Et donc ça, malheureusement, c'est pas encore. Et là, ce qui se passe récemment, c'est ça. C'est une espèce d'homogénéisation de la prise en charge qu'on voit apparaître. Et donc ça, c'est ultra positif, ouais. En fait, ce qui est scandaleux, c'est qu'il y avait des signes. En médecine, on nous raconte tout le temps que la douleur, c'est un signe de quelque chose, ça demande à consulter. Et du coup, ce qui est trop dommage, c'est qu'il y avait des signes flagrants et qu'on a un peu passé ça à la trappe. Donc c'est pour ça qu'on en parle souvent. Mais le truc, c'est que l'endométriose, c'est pas que de la douleur. C'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de l'endométriose et qui ont zéro douleur. Moi, j'ai vu des patientes avec des kystes de 6 cm de chaque côté de l'endométriose de partout et avoir zéro douleur. Et le problème, c'est qu'il peut avoir des impacts au niveau digestif parfois, ou au niveau urtère, rein, et sur la fertilité. Donc en fait, je dirais que les 2 choses importantes dans l'endométriose, c'est la douleur et la qualité de vie, c'est un gros impact, et l'infertilité aussi. Moi, je fais des échographies le matin en PMA, et il y a beaucoup de patientes qui ont de l'infertilité inexpliquée. En fait, quand je fais l'échographie, je vois de l'endométriose. Et quand je commence à discuter, les patientes me disent on m'en a jamais parlé. Parce que il y a eu de l'infertilité. Alors, est-ce que ça change grand-chose en termes de prise en charge en PMA ? Non. Est-ce que ça change grand-chose pour la patiente juste de savoir d'où venaient ses douleurs ? Certainement. C'est important de le savoir. Est-ce que c'est l'endométriose qui les a causé une infertilité ? Ça non plus, on ne sait pas. Mais on voit bien qu'il y a encore pas mal de choses à faire et on ne sait pas si c'est vraiment ça qui a causé l'infertilité ou pas. C'est une start-up, la start-up Ziwig, qui est basée sur Lyon, avec des gens qui sont vraiment très bons, qui ont travaillé avec des médecins aussi spécialisés en endométriose et qui ont créé un test. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que grâce à l'intelligence artificielle et à la biomoléculaire, en fait, ils ont trouvé une signature génétique. En gros, ils ont trouvé des choses qu'on pouvait retrouver au niveau de la salive. En gros, on crache dans un test, ce test est analysé, et s'il a cette fameuse signature, ça veut dire qu'il y a 95% de chances qu'on a de l'endométriose, chance ou risque. Du coup, c'est un test qui est plutôt fiable, même très fiable. Initialement, il a été fait avec 200 patientes, puis ensuite 1000, donc 1000, et là actuellement, grâce au forfait innovation, mis en place par notamment la HAS, la Haute Autorité de Santé, il est actuellement diffusé sur les territoires français sur, je sais plus, je crois que c'est 70 ou 80 centres. Il me semble que c'est 80, mais à vérifier, pour une visibilité à grande échelle de 2 choses. 1, l'efficacité du test, même si on sait qu'il est efficace, mais c'est quand même bien de le savoir encore plus sur une grande échelle. Et surtout, quand est-ce qu'on propose ce test ? Donc en fait, le but, c'est quoi ? C'est que vous avez mal. Vous allez faire une échographie par un spécialiste, on ne voit rien. On sait qu'on est limité à l'échographie dans 2 choses. La première, c'est que si les lésions sont au niveau latéral du corps, c'est-à-dire que très latéralisées sur le côté, la sonde d'écho ne peut pas aller jusqu'à là-bas, ou les lésions superficielles sont très difficiles à voir, et pourtant elles sont tout aussi douloureuses. Donc lorsqu'on fait une écho chez un spécialiste et qu'on ne voit rien, on sait très bien que ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Donc on va demander à faire une IRM encore chez un spécialiste, c'est hyper important, parce que l'IRM en elle-même, si elle n'est pas faite avec un spécialiste, il ne verra pas. Et lui, ça permet d'avoir un champ beaucoup plus large, donc de voir sur le côté, qu'est-ce qui se passe, de voir plus haut, au niveau même du dige, et de voir en superficiel. S'il ne voit pas, là encore, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais attention, c'est quand même ultra positif. Ça veut dire qu'il n'y en a pas au point où ça se voit, où on voit facilement les adhérences, où on voit des nodules, où on a abîmé le système digestif, tout ça. Donc on part du principe que potentiellement elle a. Bon, après on cherche aussi d'autres trucs à côté, syndrome du côlon irritable, fibromyalgie, il faut aussi rechercher d'autres causes. Mais on se dit potentiellement, vu que le traitement de l'endométriose, de toute façon c'est que le traitement des symptômes, on peut pas laisser une patiente souffrir, c'est impossible. Donc on lance une prise en charge et on dit à la patiente, voilà, a priori vous en avez pas, a priori on n'en voit pas, mais ça veut pas dire que vous en avez pas. Et donc c'est à ce moment-là qu'on proposerait le test qui finalement signerait le truc, oui effectivement il y en a, on n'en voit pas, c'est positif de pas en voir à l'imagerie, mais vous avez effectivement de l'endométriose, donc vous aussi vous avez un facteur de risque d'infertilité, donc il faut faire attention, peut-être congeler vos ovocytes, discutez-en avec un professionnel de santé. On fait ce lien un peu trop facile parfois entre endométriose et infertilité parce que quand on avait beaucoup de patientes
on trouvait pas la cause, vraiment, ces trompes ça allait, le spermogramme ça allait, l'utérus ça allait, puis à un moment donné, on allait faire une exploration par celluloscopie et hop, on retrouvait des lésions d'endométriose. Et donc, on se retrouvait à beaucoup de patientes qui avaient de l'endométriose et une infertilité, et donc ça nous a poussé à aller plus loin. C'est pour ça que la PMA, qui de base a quand même beaucoup de budget, parce que la PMA, il y a beaucoup de traitements, ça rapporte énormément d'argent, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de congrès aussi en fertilité. Et donc la PMA a pu avoir beaucoup de financement pour aller dans la recherche de l'endométriose. Donc il y a un lien particulier. Mais c'est pas parce qu'on voit beaucoup de femmes qui ont l'endométriose en infertilité que ça veut dire que l'impact il est réel. C'est comme si, je vais donner un exemple particulier. Je vais vous dire, si demain vous allez dans un centre de pneumologie, tout le monde fume quasiment. Pourtant, dans la population générale, tous les gens qui fument n'ont pas forcément avoir un problème. Donc c'est un petit peu biaisé. Et donc vu que c'est en infertilité qu'on s'est dit, oula, nous on aime bien avoir des réponses à nos questions, on se dit mais comment ça se fait ? On cherche, on trouve endométriose, on se dit, ça doit être à cause de ça. Autant ça n'avait rien à voir, hein. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas d'endométriose et qui ont tout normal et pourtant n'arrivent pas à avoir des enfants. Et c'est pour ça aussi qu'en infertilité, on bosse beaucoup sur le SOPK, parce qu'il y a beaucoup de patientes SOPK en infertilité. Donc c'est pour ça qu'il y a ce lien un peu trop direct parfois. Pour la douleur, je trouve qu'on néglige aussi parfois le médecin de la douleur, qui est hyper important, c'est une spécialité à part entière et c'est des gens qui sont vraiment passionnés pour aider les femmes à juste ne plus avoir mal. Et donc faut pas négliger, il y a beaucoup de personnes qui connaissent pas cette spécialité, c'est les algologues, donc les médecins de la douleur. Alors oui, il y a une avancée. Déjà, il y a un truc que les femmes font peu souvent et c'est drôle parce que souvent je leur dis, les mecs, ils réagissent pas comme ça. C'est-à-dire que nous les femmes, on attend d'avoir très mal pour commencer à prendre des antidouleurs, chose qu'il faut surtout pas faire. Parce que finalement, ça fonctionne pas très bien, on en prend plus. Et en plus, c'est pas vous. Une fois, je me suis engueulée par une patiente parce que j'ai dit ça. J'ai dit, c'est pas vous qui avez mal, c'est vos nerfs. Et vos nerfs, ils ont mal, et il dit à votre cerveau, j'ai mal fait quelque chose. Donc ça veut dire que c'est eux qu'on laisse souffrir finalement. Et c'est eux qui, sur du long terme, qui s'abîment et qui ensuite peuvent créer des douleurs neuropathiques, etc., qu'on a du mal à gérer. Il faut prendre paracétamol, bien sûr, faut pas en abuser, mais si vous prenez tôt sur du long terme, en fait, tu vois, on en prend moins. Donc paracétamol, associé à des anti-inflammatoires, parce que c'est une douleur inflammatoire. Bien sûr, il faut pas avoir d'ulcère à l'estomac ou de fragilité, enfin, il faut en parler avec son médecin avant de prendre tout ça et s'adapter. Ensuite, lorsque ça fonctionne pas, il faut aussi penser à tout le reste. La prise en charge globale de la patiente, l'hygiène de vie, l'alimentation, la gestion du stress, c'est hyper important. Je me souviens d'une femme que je suivais en préservation de la fertilité. Elle avait une douleur, mais vraiment c'était la pauvre, elle avait mal tout le temps. Elle avait tout essayé, régime alimentaire, prise en charge, tout. Et vraiment, ça me faisait de la peine parce que j'ai l'impression qu'elle allait pas s'en sortir. Elle avait perdu beaucoup de poids. Je me suis même inquiétée pour elle. Je me suis dit, il faut vraiment voir le médecin généraliste faire un bilan. 6 mois après, elle est revenue. Elle m'a dit, j'ai quitté mon mec, j'ai plus mal, j'ai rencontré un autre mec, j'ai des rapports sexuels, j'ai pas du tout mal. Finalement, elle m'a raconté plus tard qu'elle était dans une relation un peu toxique. Et elle avait beau mettre tout en place, en fait, c'était ça. Parfois, je vois les patientes qui sont hyper strictes avec elles-mêmes, hyper dures. Je soyez pas dures, c'est une question d'équilibre. Mais le plus important, c'est comment vous vous sentez mentalement, dans votre environnement, dans le couple. C'est hyper important. Donc, la prise en charge des antalgiques, l'hygiène de vie, la contraception hormonale, en vrai, ça aide beaucoup. Encore faut-il qu'on la supporte. Ça, je suis d'accord. Il en existe des centaines, donc des fois, on peut essayer de trouver la bonne. Mais c'est vrai que quand on prend ça, ça met les ovaires au repos. Après, c'est pas une solution quand vous voulez des enfants, ça c'est sûr, faudra l'arrêter à un moment. Donc la contraception hormonale. Après, on peut être amené à avoir d'autres traitements pour des douleurs chroniques. Parce que quand on a mal tout le temps, tous les mois, les douleurs se chronicisent. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un rapport, et que tu as l'endométriose et que tu as mal, au début, tu auras mal juste au moment du rapport, et puis le rapport s'arrête, tu plus mal. La chronicisation, c'est que tu commences à avoir mal encore 1 heure après le rapport. Et puis, t'as mal, pas que dans le vagin, t'as mal au niveau des jambes après. C'est-à-dire qu'il y a une évolution dans le temps et dans l'espace de la douleur. Et ça, c'est hyper important d'être pris en charge très tôt pour éviter que ça se produise. Parce que du coup, là, c'est des antidouleurs qui sont plus complexes. Il y a parfois des antiépileptiques, parfois des antidépresseurs. Donc vraiment, la prise en charge le plus tôt possible, elle est hyper importante. Et moi, ce que je dis à mes patientes parfois, il y a un truc un peu particulier de la pilule. Est-ce qu'elles me disent non, j'ai pas envie de commencer la pilule. Je leur dis en fait, la pilule, si vous décidez demain de l'arrêter, il y a une certaine liberté aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'attendre de me revoir en consultation pour l'arrêter. C'est-à-dire que si à un moment donné, au bout d'1 mois ou 2 mois, ça vous saoule, vous l'arrêtez sans avoir besoin de terminer la plaquette. Donc il y a une certaine liberté dans la pilule
Et ce que je leur dis parfois, c'est que, en fait, l'hygiène de vie, c'est dur. C'est très très dur parce que c'est un peu sortir aussi de sa zone de confort. Enfin, à un moment donné, se dire d'aller, alors qu'on a un boulot, que la vie elle est stressante, se dire d'aller, oh, et vas-y que je vais faire du sport, et vas-y qu'il faut que je mange mieux, et quand je suis au resto, il faut que je fasse attention. Oh, c'est lourd, c'est une charge mentale qui se rajoute. Et je leur dis, si en plus de ça, chaque mois, vous avez mal pendant une semaine, que pendant l'ovulation vous avez mal, ça fait trop. Donc des fois, je leur dis, prenez la pilule pendant 2-3 mois, commencez une routine, doucement, et ensuite, dès que la routine elle est bien installée, on arrête la pilule, on voit ce que ça donne. Et parfois, il y a des patientes qui sont à l'année 6 mois sous pilule, 6 mois sans rien. En fait, il n'y a pas de baguette magique. Chacun, c'est adapté à chaque personne. Quand on te dit une femme enceinte, elle a plus mal après, en vrai, bon, là, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est comme si quand t'es enceinte, t'étais sous pilule pendant 9 mois. Et quand t'es enceinte, généralement, t'arrêtes de fumer, tu fais attention à ton alimentation, tu prends soin de toi. Il faut aussi imaginer qu'en fait, quand t'es enceinte pendant 9 mois, c'est comme si t'étais sous pilule pendant 9 mois et que t'as fait attention. Et pour certaines, ça marche. Après l'accouchement, ça va mieux. Bon, en plus de ça, vu qu'il y a des mouvements au niveau des organes, du coup, c'est un peu comme si t'avais aussi de l'ostéo. Donc en fait, elles sont mieux. Donc c'est important aussi de... Moi, je fais souvent le rapprochement pour que ce soit plus clair. Et non, tu ne prendras pas, très certainement pas la pilule toute ta vie. Et je te le souhaite. Et n'hésite pas, à un moment donné, si t'as un doute, à faire une pause, observer, quitte à reprendre. Il y a une certaine type de personnalité parfois où tu sens que la douleur, à un moment donné, elle a pris beaucoup trop de place. Des patientes qui ne s'écoutent pas. Enfin, moi, tu sais, une patiente qui m'a dit une fois, j'ai eu un pneumothorax. Je m'en suis pas rendu compte parce que de toute façon, c'était moins pire que mes règles. Enfin, c'est pas bon, quoi. Du coup, la valeur de la douleur, le seuil de la douleur, il est complètement faussé. Et donc, parfois, c'est des patientes qui acceptent des douleurs qu'elles devraient pas accepter. Des signes d'alarme qu'elles ne voient pas. Des patientes, parfois, qui font des heures sup et qui acceptent des choses au travail, un rythme compliqué, parce qu'elles ont tellement l'habitude de la douleur d'emmagasiner, de pas écouter le corps, que du coup, il y a un impact sur la santé globale. Et tu sais quoi ? J'ai assisté à un congrès une fois qui disait que la première cause de mortalité des femmes, tu sais ce que c'est ? C'est la crise cardiaque. Et beaucoup d'entre elles ont l'endométriose. Donc, tu peux faire un peu le lien en te disant que, est-ce que c'est des femmes qui forcent parce que en fait, elles sont un peu dissociées du corps à force d'avoir mal et qui n'écoutent pas forcément les signes ? Et donc, oui, il y a un rapport un peu pervers à cette douleur et je pense que c'est important de le dire. Il faut s'écouter et il faut pas accepter et il faut être prise en charge le plus rapidement possible et être accompagnée. Moi, je suis plutôt positive. Je pense que ça a changé. Après, on est sur 2 générations, là. Tu sais, quand tu vois des professionnels de santé, ils ont entre 30 et 60 ans. Et donc, il y a eu beaucoup d'avancées. C'est quelque chose qui est allé très vite, dont on parle depuis peu. Et tous les professionnels de santé n'ont pas forcément le temps d'aller au congrès tout le temps. Tu sais, moi, je vais, je sais pas, 3, 5, 6 congrès par an. J'en fais beaucoup. Et en janvier, des fois, ils disent un truc. En juillet, ils disent un truc différent. Et donc, c'est difficile, tu vois, d'être à la page. Parfois, il y en a certains qui sont pas encore au fait. Mais je trouve que toute la nouvelle génération, elle l'est. Et là, on va vers une sensibilisation de tout professionnel de santé. Donc, ces trucs de entre 7 et 20 ans de diagnostic d'errance médicale, ça va forcément disparaître. C'est sûr et certain. Alors déjà, pourquoi j'ai créé mon compte Insta ? Parce que quand la loi de 2021 est passée, la loi de bioéthique qui permettait à toutes les femmes de congeler leurs ovocytes est passée, j'étais pas satisfaite de ma prise en charge de mes patientes. Moi, j'ai la chance parce que mon chef de service, il est hyper bienveillant et parce que il est féministe et parce que voilà, il soutient énormément tous les projets en rapport avec la santé de la femme et ses évolutions. Et donc, moi, j'ai la possibilité dans mon centre, grâce à lui, d'avoir 1 heure de consultation pour parler de congélation ovocytaire. Et dans cette heure, je parle endométriose, qu'est-ce que c'est, tu vois, je parle de tout ce qu'on a parlé là, je leur parle de c'est quoi les ovocytes, c'est quoi le cycle, etc. Et donc, quand je fais un peu un point, et chaque patiente a 1 heure de cours particulier. Ça, c'était pour les raisons médicales. Par contre, quand la loi est passée et qu'on a eu des patientes qui viennent sans raison médicale, le problème, c'est que moi, j'ai pas le temps de passer 1 heure avec tout le flux de patientes qui arrivaient. Et donc, on s'est un peu partagé le nombre de consultations et toutes les patientes passaient en téléconsultation. « 30 minutes de téléconsultation pour expliquer tout ça
En fait, elles avaient des explications très rapides et très courtes. Et donc, finalement, elles arrivaient avec des trucs compliqués, des injections, la ponction, qu'est-ce que c'est que les follicules, les ovocytes et pourquoi, et la fertilité. Et je trouvais que c'était trop dur et moi, ça me plaisait pas du tout. Et donc, il y a une patiente qui m'a dit, vous expliquez bien, ça serait bien quand même que vous fassiez un podcast ou des vidéos. Une patiente me l'a dit, une deuxième qui était journaliste, elle m'a dit, mais je pourrais vous aider. Enfin bref, il y en a plusieurs qui me l'ont dit. Et au bout d'un moment, je me suis lancée. Mais quoi qu'il en soit, j'ai créé ce compte pour ces patientes-là initialement, qui se retrouvaient dans un monde de la fertilité, la gynéco, qui se trouvent dans un monde très contradictoire entre attention, faut surtout pas oublier la pilule, faut se protéger pendant 1 semaine, sinon vous allez tomber enceinte. Puis dès qu'elles arrêtent la pilule, le jour où elles tombent enceinte, ah mais c'est normal de mettre 6 mois, 1 an, l'espèce humaine c'est l'espèce la moins fertile. Voir à la télé des gens de 45 ans, 50 ans qui ont des enfants, sauf que personne leur dit que c'est du don d'ovocytes ou de la congélation d'il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Du coup, j'ai trouvé qu'elles étaient plongées dans un monde dur, le monde de la PMA, où il y a un sous-effectif, il y a des injections, on parle technique, et je me suis dit non, faut absolument que je crée un compte pour que elles puissent s'y retrouver dans ce monde-là. Et donc c'est parti de là, et j'ai eu de très bons retours assez rapidement, donc je suis allée plus loin, endométriose, SOPK, échographie. C'est pour ça que j'ai créé ça, pour les patientes initialement, et puis j'ai plein de retours de mes confrères, des internes, des sages-femmes qui me disent c'est trop bien, on a appris plein de trucs. Et c'est vrai parce que moi, tu vois, je suis sage-femme et j'ai pas appris tout ça à la fac. Ouais, j'ai pas appris tout ça et je trouve que c'est dommage parce que on est praticien de premier recours et on nous a appris beaucoup plus la pathologie que la physiologie, alors que en fait la base c'est la physio. Il y a de plus en plus d'initiatives de certaines entreprises pour leur santé de la femme. Alors, très certainement que c'est bienveillant pour la vie des femmes, mais il y a aussi quelque chose économique, parce que ça coûte énormément d'argent, en fait. Une patiente qui a mal pendant ses règles, elle est moins productive, elle pose plus d'arrêts, et en fait, il y a tout intérêt à ce qu'elle soit prise en charge rapidement, déjà pour sa santé mentale, pour éviter les arrêts maladie, et pour qu'elle soit performante. Donc, il y a aussi la bienveillance vis-à-vis de la patiente, vis-à-vis de la santé de la femme, mais il y a aussi quelque part quelque chose d'économique où on s'est rendu compte qu'il n'y a pas le choix. Parce que très souvent, les grandes initiatives sont aussi en lien avec l'économie. Le congé menstruel, moi je pense qu'il en faut, mais je comprends que ce soit difficile d'évaluer parce que le seuil de la douleur est différent en fonction des femmes. Je pense qu'on peut dans un cadre où la prise en charge de l'endométriose elle est très bien faite, où des gens évaluent l'impact sur le quotidien. Tant qu'on n'est pas là, c'est difficile de mettre en congé menstruel tant qu'on n'en est pas dans une prise en charge avancée endométriose, parce que du coup, à qui on propose ce congé? À tout le monde. Du coup, finalement, toutes les femmes ont des congés menstruels pendant leurs règles. Et il y a certains qui disaient que peut-être ça peut être problématique, notamment pour l'embauche, que finalement, en fait, ils embaucheraient plus des femmes. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut pas éliminer définitivement, mais je pense qu'il faudra y repenser quand l'endométriose sera vraiment bien cadrée, bien fléchée, et de voir à qui on le met. Il y a des patientes qui ont des 100%, par exemple, l'endométriose protocole de soins où tu es pris en charge. Ces patientes-là, par exemple, elles ont un 100% parce qu'il y a un impact important dans le quotidien. Et donc, ces patientes-là, je pense qu'elles pourraient, par exemple, avoir ce congé. Mais je trouve que c'est difficile de savoir à qui on le donne. Ma fertilitime, c'est pourquoi? C'est parce que je l'ai fait initialement avec mes collègues avec qui je suis très proche. D'ailleurs, on les voit souvent dans mes vidéos. Collègues gynéco notamment et sage-femme. Et team, c'est un peu corporate parce que des fois, j'en fais participer certains. Alors, dans ce compte, je fais des reels, donc des petites vidéos de 1 minute 30. Je fais parfois des posts. Alors, vu que je fais énormément de choses, j'ai pas beaucoup de temps. Donc, franchement, je le fais sur mon temps libre. Mais je me suis organisée mieux en 2025. Donc, je pense que j'en aurai plus. Et c'est un peu frustrant pour moi parce que pour celles qui me connaissent, j'aime prendre le temps et j'aime expliquer. Et mon but, c'est pas de donner une info en l'endométriose superficielle. Par exemple, l'endométriose, c'est où, c'est comme ça, c'est des cellules qui sont trop ailleurs, point. Non, j'aime bien faire des schémas, j'aime bien expliquer le pourquoi du comment. Je veux que la patiente vraiment comprenne parce que je pense que tout le monde peut comprendre si on prend le temps d'expliquer. Du coup, je pense que je vais faire une chaîne YouTube là prochainement pour avoir des vidéos qui sont beaucoup plus longues. Donc ce compte, c'est mon petit bébé. Et je fais beaucoup de lives aussi. Moi, j'aime beaucoup les lives. Sur TikTok notamment. Les lives, ça me permet aussi de rester 1 heure à discuter et d'avoir les questions en face de moi des patientes, des femmes. Et voilà, j'aime beaucoup mon compte. Radio Cultura. .eus